Panique. Paralysés par les dernières informations, Enzo et Alice évaluaient les moyens de fuir ce piège. Quelle protection pouvait leur apporter l'association ? Aucune, ils le savaient. Ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et les quelques amis rencontrés au cours des missions. Les ambassades contactées, déjà dépassées par les événements, s'avéraient incapables de leur proposer un appui solide. On leur offrit finalement un véhicule, partant de Bamako et transportant les quelques Européens pressés de quitter le territoire. De leur petit village, une demi-journée de route suffisait à rejoindre la capitale malienne. Le chef du village leur procura aisément une voiture et un chauffeur pour les conduire. Ce départ fut le plus triste de tous. À la reconnaissance habituelle s'ajoutait l'urgence et la gravité de la situation. À Bamako, Alice, Enzo et Tilila furent surpris de ne rencontrer que 5 autres étrangers, un jeune médecin allemand, un couple suédois, infirmier, un espagnol et 2 anglais. Les occidentaux, présents depuis plusieurs décennies, tels Johanna au Maroc, loin de se savoir préservés, avaient conscience de devenir d'éternels étrangers ailleurs et préféraient risquer leur vie ici, à une aventure sans perspective. Les voyageurs malheureux montèrent dans un minibus, conduit par 2 chauffeurs armés. Sans encombre, ils gagnèrent l'Algérie en 4 jours. Les 2 conducteurs se relayaient régulièrement. L'objectif était clair, ne s'arrêter que pour le strict nécessaire. Des rideaux foncés occultaient les vitres. Le voyage dans l'obscurité et l'ennui pesaient sur les voyageurs. Tilila refrénait de son mieux l'énergie de ses 7 ans. L'espace confiné du bus constituait pour elle une vraie torture. Les autres passagers se montraient indulgents, mais par respect et sécurité, Alice et Enzo imposaient à leur petite fille de se contenir. Le convoi remontait à présent vers le nord du pays. Il entra au 6e jour à Bidon 5. Les chauffeurs profitèrent de la ville pour refaire le plein du véhicule et de nourriture. Aucun des fugitifs ne s'affichait à la vitre. Tilila, qui percevait la tension, se montra discrète. De nouveau sur la route, ils programmèrent une halte à une quinzaine de kilomètres de la cité, suivant la règle de 2 arrêts quotidiens, le matin de bonne heure et à la nuit tombée, la chaleur se dissipant. À chaque étape, chacun savourait le bonheur de détendre tous ses membres et de marcher quelques pas. Alice surveillait Tilila, mais ne l'empêchait pas de gambader. Ils se sustentèrent avec plaisir de quelques galettes et autres fruits secs. Soudain, un grand cri déchira l'espace. En un instant, une confusion les enveloppa. Des hommes à cheval, armés, les encerclèrent dans un nuage de poussière. Des coups de feu retentirent. Enzo se précipita pour protéger Alice et Tilila, mais, avec horreur, constata leur disparition. Impuissant, il vit l'infirmier suédois fuyant devant lui, abattu d'une balle. Un nomade dissimulé sous sa djellaba noire attrapa l'Espagnol et le frappa d'un couteau dont la lame étincelait dans les derniers rayons du soleil. Le sang gicla et l'homme, sans un cri, s'effondra. Tremblant, éperdu, Enzo se jeta à terre et attendit sans bouger que l'orage passe ou l'achève. Les minutes suivantes, habitées de hurlements, de bruits de course, lui durèrent des siècles. Le sabot d'un cheval heurta violemment sa jambe. Il se mordit la lèvre, mais retint le cri qui étouffait sa gorge. Le calme soudain enveloppa la plaine. Il n'entendait plus que les voix des hommes. Elles se rapprochaient. Retourné sans aucun ménagement, immobile, les yeux fermés, il bloqua sa respiration. Les agresseurs s'éloignaient déjà. Il devait son salut aux éclaboussures de sang qui parsemaient son visage. Abasourdi, il inspecta son environnement. Ses compagnons d'infortune s'éparpillaient sur le sable, certains baignant dans leur sang. Les chauffeurs guère plus chanceux gisaient, la gorge tranchée. Hébété, choqué, Enzo se redressa. Une douleur cuisante à la jambe lui rappela l'assaut du cheval. Il releva son pantalon et se massa la cuisse. Soulagé, il constata qu'il n'avait rien de cassé, seulement un hématome qui se développait rapidement. Il scruta les lieux, identifia chacun des corps. L'infirmière suédoise était là, elle aussi, jonchant le sol, dans une position grotesque. Mais aucune trace d'Alice ni de Tilila. Où était-elle passée ? Devait-il s'en sentir réconforté ?
Dans un premier temps, son côté optimiste lui redonna espoir. Contre toute attente, il était en vie. Peut-être avait-elle été épargnée ? Il fallait les retrouver. Il hésita à abandonner la scène du carnage, à improviser des funérailles rudimentaires pour ces malheureux. Cependant, le temps lui était compté, et les corps témoigneraient de la barbarie subie. Alors il entama les recherches. Mais l'obscurité l'immobilisait maintenant. La pâleur de la lune dessinait des ombres effrayantes sur le paysage. D'un coup, désespoir et impuissance s'abattirent sur lui, tandis que les tremblements de tout son corps l'obligeaient à s'asseoir. La tête entre les mains, il sanglota un long moment, regrettant d'avoir entraîné Alice dans cette aventure. Après s'être abandonné, son esprit rationnel reprit le dessus. Il devait désormais survivre. Le minibus avait disparu, emportant avec lui ses maigres trésors. Il portait toujours sur lui ses papiers d'identité, avec à l'intérieur une vieille photo, jaunie et écornée de colombines. Mais d'Alice et Tilila, il ne possédait aucun souvenir matériel, et de cette pensée une vague d'effroi le tenailla à nouveau. Il se releva, et malgré le dégoût, fouilla méthodiquement les corps à la recherche d'éléments de survie. Sa maigre récolte, un canif, quelques galettes, une gourde pleine. Il s'empara du pistolet que l'un des chauffeurs tenait encore à la main. Il analysa longuement l'objet avant de décider de se l'approprier. N'ayant jamais utilisé ni même touché une arme à feu, il se demandait s'il serait en mesure d'y recourir. Elle pourrait toujours impressionner un adversaire. Coup de maître, il dénicha une petite lampe dynamo dont l'éclairage, même faible, le guiderait dans la pénombre. Les idées floues, écartelé entre le besoin de partir sans attendre à la recherche de sa femme et de son enfant, mais conscient aussi qu'en quittant cet endroit de nuit, il risquait de se perdre, de passer à côté d'indices capitaux, de choisir une mauvaise direction. Il butait sur un choix cornélien. Oui, mais chaque minute s'envolait et l'éloignait de ses assaillants. Il se résolut finalement à attendre les premières lueurs du jour et à prendre un peu de repos. Déterminé, il déshabilla l'un des chauffeurs et enfila sa tunique. Il couvrit sa tête d'un foulard, dissimulant au mieux ses cheveux blonds. Il s'allongea et tenta de s'apaiser, mais la scène le hantait, et l'angoisse de l'ignorance l'anéantissait. La rage au ventre, il pleura son malheur. Il se focalisait sur la scène précédant l'agression, Tilila courant vers un bosquet sauvage, Alice quelques mètres derrière elle. Puis son attention avait privilégié le spectacle du coucher de soleil. Les hommes, arrivés en silence par derrière, avaient vraisemblablement rencontré en premier Tilila et Alice, les avaient mises hors d'état de nuire avant d'attaquer le groupe. Et ils étaient repartis dans la même direction, donc vers l'est. Un peu réconforté à la perspective d'une piste, il trouva un peu de quiétude, sans pour autant parvenir à fermer les yeux. Après quelques heures, l'aurore pointait déjà, alors il s'assit. De longues minutes encore s'écoulèrent avant que la lumière suffise à réaliser l'inspection, rêvée depuis la veille. Le sable meuble avait dissipé toutes les traces de la fuite. Minutieusement, Enzo progressait vers l'est. À l'approche des buissons, il distingua clairement un petit ruban orange accroché à une branche. Il le décrocha délicatement. Ses yeux s'embuèrent de larmes au souvenir de la robe que portait Tilila. Il le rangea précieusement dans sa poche de chemise, comme une relique. Il ne trouva rien d'autre, ni objet, ni trace de lutte, ni tache de sang. Momentanément soulagé, il suivait à présent le couloir d'empreintes désordonnées. Devant lui, aucune habitation pour le guider, il se contenta de suivre cette maigre piste et son instinct. Il erra toute la journée sans rencontrer âme qui vive. En fin d'après-midi, une forme au loin, d'abord imprécise, dessinait une maison. Son pouls s'emballa, en même temps que son pas. Le vent avait depuis longtemps balayé les dernières traces. Méfiant, il se dissimula à l'approche des lieux. Les alentours entretenus, de la viande suspendue séchant au soleil, dénonçaient une présence humaine. Une femme se présentait à la porte. Enzo décida de tenter sa chance et se manifesta. À sa vue, la femme recula et claqua la porte derrière elle. Enzo frappa, la supplia d'ouvrir, la menaça, mais rien n'y fit. Il n'osa pas pénétrer par l'ouverture de la fenêtre, mais exposa sa situation dans toutes les langues qu'il maîtrisait.
Finalement, agacée, la femme se montra à la lucarne et dans un dialecte lui exprima qu'elle ne savait rien, ne voulait rien lui dire et qu'il devait partir. Haineux, Enzo erra de maison en maison, plusieurs jours durant, en vain. Ses réserves s'amenuisaient, l'espoir le quittait. Il parvint bientôt dans un village. Il arpenta les rues telle une ombre. Devant un bâtiment d'État, il hésita puis entra. Un homme l'accueillit assez froidement. Il narra son histoire, le massacre, la disparition de sa femme et de sa fille. Sourcils froncés, l'homme écouta son aventure, hochant parfois la tête. « J'ai été informé de cette tuerie. Des carabiniers ont découvert les corps, mais nous ne savions pas qu'il y avait un survivant. Vous sauriez identifier les coupables ?» Enzo secoua la tête. Il ne les avait pas vus. Tout était allé si vite. Il n'avait noté aucun signe particulier. L'homme prit alors un ton compatissant. « Je suis navré, mon vieux. Je crois que vous devriez essayer d'oublier votre femme et votre fille. Elles sont peut-être en vie quelque part, ou peut-être déjà plus. Ces hommes sont sans foi ni loi, et malheureusement il m'est impossible de lancer des recherches. Ces collines sont leur territoire. Ils en connaissent chaque recoin. Je garde mes hommes pour protéger la population des émeutes et des guerres civiles qui guettent un peu partout. Je regrette. À mon sens, la seule chose raisonnable à entreprendre serait de vous diriger au plus vite vers la frontière et de repasser en Europe. Votre survie est là-bas, plus ici. Un autocar part d'ici toutes les semaines. Je peux vous enregistrer pour le prochain. » Enzo secoua la tête. Et tel un automate, quitta le bureau en murmurant un merci, à peine audible. Une phrase tournait en boucle dans son esprit. Oublier Alice et Tilila. Comment le pourrait-il ? Elles étaient sa vie, sa raison de vivre. Les oublier signifiait mourir. En sortant, la luminosité et la chaleur l'agressèrent violemment. D'un coup, il se mit à détester ce continent qu'il avait tant voulu aider. Pourquoi était-il venu ici ? À quoi cela avait-il servi ? Les Occidentaux continuaient d'avoir des vies relativement douces. Ici, tout n'était que guerre, déchirement, désolation, pénurie, maladie. Et à son tour, il faisait les frais de la malveillance humaine. Sans but, il progressa dans les rues étroites, étouffantes, errant, désabusé. Une main se posa sur son épaule. Le regard vide, lentement, il pivota. L'officier était là derrière lui. « Je présume que vous n'avez plus rien. » Enzo acquiesça d'un mouvement de tête. « Vous avez mangé quelque chose dernièrement ?» Enzo haussa les épaules. « Venez, mon brave, accompagnez-moi. Je ne peux pas grand-chose pour vous, si ce n'est vous faire reprendre des forces. Vos idées n'en seront que plus claires, » ajouta-t-il pour finir de convaincre Enzo. Celui-ci se laissa guider et pénétra bientôt dans une maison blanche dont la fraîcheur intérieure le saisit. Il frissonna. Une femme souriante et 2 enfants le saluèrent. L'homme s'entretint un instant avec elle, puis elle disparut dans une autre pièce. L'homme invita Enzo à s'asseoir sur les coussins moelleux. Il lui servit des boissons, et très vite des plats de semoule, de pois chiches, de galettes, de fruits secs arrivèrent devant eux. Enzo réalisa alors qu'il n'avait quasiment rien avalé depuis plusieurs jours. Il apprécia le repas, et sentit ses forces et son moral revenir. L'homme lui offrit de se rafraîchir et de prendre un peu de repos. Gêné, Enzo refusa poliment, mais, devant l'insistance de son interlocuteur et de son extrême fatigue, il accepta. Cette nuit, chez ses hôtes, il savoura paix et sécurité. Au matin, débordant d'énergie, il envisageait de nouvelles recherches. Il comptait retourner le pays millimètre carré par millimètre carré. Le maître de maison réitéra sa dissuasion. « Tu ferais mieux de partir, ami. Ta place n'est plus ici. Je sais quel rôle tu as joué pour mes compatriotes et je t'en suis reconnaissant. Mais tous les miens ne pensent pas cela et tu auras moins de chance la prochaine fois. Écoute mon conseil et rentre chez toi. » Enzo, lui saisissant les mains, plaida d'une voix assurée. « Mon frère, tu m'as accueilli chez toi. Tu m'as rendu à la vie quand je périssais. Je te serai éternellement redevable pour cela. Mais sans mon oxygène, je ne survivrai pas longtemps. Ma vie n'a désormais plus qu'un seul but, retrouver ma famille. » L'homme n'insista pas.
Il le regarda s'éloigner avec les maigres provisions qu'il avait pu lui offrir. Enzo divagua encore quelques mois de village en village. Parfois bien accueilli, parfois chassé, il s'étonnait toujours des multiples facettes de ce peuple. Curieusement, les moins riches n'étaient pas les moins hospitaliers. Ses recherches ne le conduisaient nulle part. Sa femme et sa petite-fille s'étaient comme volatilisées. Sa détermination basculait en désespoir, puis la rage reprenait le dessus, et il persévérait encore et encore. Une nuit de juillet qu'il s'apprêtait à passer abrité et dissimulé sous un arbre, des bras puissants le saisirent rudement. Sans avoir eu le temps de réagir, 2 hommes le bâillonnaient et le ficelaient avant de le jeter à l'arrière d'un camion. Toutes les pensées traversèrent son esprit, même la plus folle lui suggérant qu'on le conduisait peut-être à ses chers disparus. On le ballotta 3 jours durant, dans l'attente et l'angoisse du noir. Le 4e jour, le camion s'arrêta. Un homme monta à ses côtés et lui arracha violemment son bandeau. Ses yeux le brûlèrent d'affronter la lumière du jour si brusquement. On le poussa hors du véhicule, les mains toujours attachées dans son dos, impuissant à se couvrir les yeux. Il finit par les entr'ouvrir, puis supportant la clarté, à les ouvrir complètement. Il voyait un bord de mer. En dépit des derniers bâtiments effondrés, l'endroit rappelait étrangement Tanger, où il avait débarqué 10 ans plus tôt avec son Alice bien-aimée. Il distinguait parfaitement bien la côte espagnole face à lui. Nul doute, il était revenu à son point de départ. Il se débattit. « Non, laissez-moi, je reste ici, lâchez-moi !» Un de ses geôliers s'approcha de lui et persifla. « Écoute, si ça ne tenait qu'à moi, on aurait réglé ton compte sur place, tu n'aurais même jamais revu la mer. Mais monsieur est protégé, alors tu vas prendre sagement le bateau qui est là, rentrer chez toi et oublier notre continent. »« Mais pourquoi ?» gémit Enzo impuissant. « Tu es indésirable ici. Les reconduits à la frontière, ça te parle ? Voilà, maintenant tu vois l'effet que ça fait, chacun son tour. »« Mais Alice et Lila, je dois les retrouver. »« Je connais pas ton histoire, elle m'intéresse pas. Mais si tu attends du monde, poste-toi sur la haute falaise là-bas, et tu verras arriver tous les bateaux, ricana l'homme. Contraint et forcé, Enzo embarqua sur le bateau, le même qu'il avait amené des années auparavant. Sombre, malheureux, il rebroussait chemin, ses espoirs noyés sur le continent africain. Qu'allait-il devenir ?